Bonjour Rotariens du Club de Provins. Je vais donc vous parler de schiste bitumineux ou gaz de schiste. En fait, c'est une expression impropre et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai intitulé aussi mon exposé Schisme faramineux parce que dans les dîners en ville ou bien dans les campagnes électorales, c'est, vous le savez bien, un sujet polémique. Et puis, je vous donnerai mon point de vue, le bon sens en gâtinais. Alors, l'appellation contrôlée, c'est hydrocarbures de roche-mer. Roche-mer qui est de l'argile, des schistes. Parce que dans le sud-est de la France, par exemple, c'est très probablement, très vraisemblablement du gaz. Mais ici, en région parisienne, dans le bassin parisien, c'est très probablement du pétrole liquide, tel que celui qui est déjà exploité, soustrait au sous-sol. Et ici Gaston Laroche, porte-parole du masochiste. Nous avons eu vent des interrogations de la population au sujet de l'exploitation du gaz de schiste. Vous êtes plusieurs à vous poser des questions telles que qu'est-ce que c'est ça le gaz de schiste? Pourquoi, quand, comment et combien de gaz de schiste? Et qu'est-ce que cette foreuse fait dans ma cour? En voici d'excellentes interrogations, mais nous répondrons à d'autres questions. Alors, je vous invite maintenant à regarder très attentivement le document vidéo qui suit parce que c'est là que se trouvent toutes les explications voulues. Je crois que c'est l'essentiel de mon exposé. Le schiste est la roche sédimentaire la plus répandue sur la planète. Certains schistes contiennent du méthane piégé dans leurs fissures. De ce fait, d'énormes réserves de gaz seraient réparties partout dans le monde. Les réserves mondiales de gaz de schiste sont estimées à 448 000 milliards de mètres cubes, environ 140 ans de la consommation actuelle de gaz naturel. Plus de la moitié de ces réserves se trouvent en Asie et en Amérique du Nord. À la différence des réserves conventionnelles, la roche est ici à la fois source et réservoir. Il est donc impossible de pomper comme dans les poches de gaz naturel. Les quantités de gaz de schiste par mètre cube de roche sont très faibles, et son extraction est techniquement complexe. L'une des techniques est l'hydrofracturation. Avec un derrick, on perce d'abord en profondeur pour atteindre la couche des schistes. Le forage se poursuit horizontalement, souvent sur plusieurs kilomètres. Ensuite, d'énormes quantités d'eau sont injectées. Elles cassent les schistes, libérant le gaz. Cette technologie nécessite non seulement des millions de litres d'eau, mais aussi l'addition de nombreux produits chimiques. Si une moitié de l'eau peut être récupérée, l'autre moitié peut se diffuser jusqu'aux nappes phréatiques, risquant de polluer l'eau potable. Une autre source de pollution est constituée par les inévitables fuites de gaz au cours de l'extraction, le méthane contribuant beaucoup à l'effet de serre. De ce fait, l'exploitation des gaz de schiste est très controversée. Et si elle s'est d'abord développée aux États-Unis et au Canada, la prospection prend son essor en Chine, en Australie et aussi en Europe. Vous voyez avec cette carte un petit peu simplifiée géologique, donc la différence entre l'extraction par fracturation et puis l'extraction conventionnelle, soit de poches de gaz, soit de poches d'hydrocarbures liquides. Également, cette coupe montre que dans le bassin parisien, vous le savez très bien, tout près d'ici, à Jouy-le-Châtel, très récemment, l'entreprise canadienne Vermilion vient d'annoncer qu'elle allait faire de nouveaux forages, je crois 3 nouveaux forages pour exploiter du pétrole conventionnel. Mais donc, tout près de ces couches, un peu plus en profondeur, il est très vraisemblable que par fracturation hydraulique, on peut récupérer d'autres hydrocarbures, d'autres quantités de pétrole. Alors, les opposants, ceux qui sont opposés à l'exploitation des hydrocarbures de roche-mer, ont été un petit peu affolés, inquiétés il y a 2 ou 3 ans par un film qui s'appelait Gazland, diffusé d'abord aux États-Unis et puis en Europe. Si on va vers la fracturation hydraulique, en plus de toucher des eaux de surface, on va toucher des eaux souterraines profondes. Et ça va être très dommageable. Et là-dessus, l'eau souterraine est quelque chose de précieux ici, parce qu'elle est en interdépendance avec les eaux de surface.
Je veux dire, on se passera de pétrole, mais on ne se passera jamais d'eau. 70% de l'eau que l'on va injecter sous terre, alors avec les additifs chimiques, etc., vont rester sous terre. Il n'y a que 30% que l'on remonte. Et sur ces 30% encore, il va y en avoir X, et un gros X% qui va rester en surface et sur lesquels on ne sait pas quoi faire. Alors maintenant, un tout petit extrait du film Gazland qui laissait croire que du gaz pourrait se trouver dans l'eau du robinet, les robinets alimentés par les nappes phréatiques. What is doing is searching for a problem that does not exist. Whoa, Jesus Christ. Les opposants, donc, voilà un tableau récapitulatif de leurs sujets d'inquiétude qui sont liés à des quantités importantes d'eau utilisée, du sable pour permettre aux fractures dans la roche-mère de rester ouvertes, ensuite des composés chimiques divers. Ce que l'on peut dire, c'est que les États-Unis, avec leur très grande surface et faible pression environnementale, tout près de certains quasi-déserts, ont été un peu des cow-boys et les enseignements que l'on peut tirer de certaines de leurs bêtises sont extrêmement précieux pour ne pas faire la même chose en Europe où la densité de population et la pression environnementale est beaucoup plus importante. Alors les partisans... On a développé aujourd'hui des techniques qui permettent de recycler à 100% l'eau qui est injectée. Vous pensez bien que la technologie américaine en particulier n'est pas restée... comment dirais-je, sans effort. Et je viens de vous dire à l'instant, là, qu'aujourd'hui, il y a des procédés qui permettent de recycler à 100% le... Donc vous voyez par ce tableau qu'il y a eu des progrès par essai-erreur avec de nouveaux additifs dont on nous dit que pratiquement on les retrouve dans nos verres ou dans nos assiettes. Ils sont très proches de ceux que l'on consomme en termes d'alimentation. Bon, la réalité est qu'effectivement, il y a eu vraiment de grands progrès dans ce domaine-là. Alors, récapitulons. Concernant la quantification des ressources, eh bien, c'est tout et n'importe quoi. Les chiffres sont extrêmement variés. Certains disent même qu'il y a un rapport de 1 à 1000 suivant les chiffres fournis, parce que tout simplement on n'a pas exploré le sous-sol, donc on ne sait pas exactement ce qui s'y trouve, et même si on sait ce qui s'y trouve, on ne sait pas si c'est facilement exploitable par ces techniques de fracturation. Les chiffres qui ont été annoncés ont été depuis une agence, un organisme des États-Unis avec des données extrêmement simplifiées par pays. En Europe, c'est la France et la Pologne qui étaient censés avoir les plus grandes réserves. Donc sur ce point-là, vous savez à quoi vous en tenir. Concernant les techniques d'extraction, forage, fracturation, production, on en a parlé un petit peu. Il faut savoir que d'autres techniques de fracturation sont envisagées ou même testées dans certains pays avec des butanes ou propanes, mais ils comportent d'autres risques, notamment risque d'incendie ou bien ils risquent d'émettre dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. D'autres techniques sont imaginées, notamment avec de l'électricité en sous-sol, ce qui suppose de mettre à 3000 mètres de profondeur des machines très importantes. Pour l'instant, c'est plutôt de la fiction que de l'expérience réelle. Bilan de l'effet de serre, une polémique effectivement existe dans ce domaine parce que si on tient compte de tout ce que consomment les camions pour transporter des matières et de l'eau près du puits d'extraction, si on compte l'eau injectée, les produits injectés, si on compte la dépollution ensuite qu'il faut faire avec les produits qui résultent de cette activité industrielle, eh bien
on peut considérer que les gaz à effet de serre ne sont pas nuls, surtout si on évalue des fuites éventuelles dans le cas du gaz, de gisement de gaz dans l'atmosphère. Bon, la réalité, c'est que c'est de toute façon une technique beaucoup moins nocive en termes d'effet de serre, de gaz à effet de serre, que l'utilisation, l'extraction de réserves fossiles classiques telles que le charbon ou le pétrole. C'est moins intéressant que l'extraction de gaz pur dans des poches de gaz pur, et c'est moins intéressant évidemment que les énergies nouvelles. Géologie, on a évoqué le fait que l'injection d'eau à plus de 600 bars pouvait créer des ruptures géologiques profondes provoquant des tremblements de terre. Bon, il ne faut pas exagérer. Il peut y avoir effectivement dans des couches géologiques complexes en sous-sol des glissements, des mouvements de terrain, mais qui ne sont pratiquement pas perceptibles ou qui sont imperceptibles en surface. Par conséquent, cela explique aussi la prudence pour travailler dans la région de Montélimar, qui, je vous le rappelle, se situe entre les Pyrénées, les Alpes, également le golfe méditerranéen. Par conséquent, cette polémique-là est assez, disons, maîtrisable. Pollution, oui, les risques de pollution vers les nappes phréatiques sont de deux types. Le premier type, il est commun d'ailleurs à l'utilisation de la géothermie, l'exploitation de la géothermie, c'est le forage qui traverse des nappes phréatiques à 500-600 mètres de profondeur, alors qu'on va jusqu'à 2000-3000 mètres. Si les différentes couches de tuyaux qui sont utilisées sont fuyantes ou bien mal exploitées au cours du temps, mal entretenues, pardon, eh bien, il y a un risque à ce niveau-là, mais je répète, c'est le même que pour l'utilisation de la géothermie. Par contre, certains évoquent le risque de fracture de la roche qui remonterait verticalement et qui s'approcherait de la nappe phréatique, injectant ainsi des produits chimiques indésirables dans la nappe phréatique. Bon, les distances quand même sont tellement importantes, entre moins 600 mètres et moins 2000 mètres, que ce risque-là est tout à fait contrôlable, maîtrisable. Environnement, quantité d'eau importante utilisée. Oui, quelques-uns relativisent en disant mais pour l'exploitation pendant quelques jours d'un puits avec fracturation hydraulique, la quantité d'eau utilisée n'est pas tellement différente de celle qu'il faut pour arroser un golfe de 18 trous. En réalité, cela peut provoquer effectivement des conflits dans les usagers habituels de l'eau, notamment avec des exploitants agricoles tout proches, mais ce ne sont pas des quantités d'eau totalement impossibles. Et enfin, un sujet de polémique est sur le traitement des déchets qui résultent de cette activité industrielle. Comme toute activité industrielle, effectivement, il faut se préoccuper de ce que l'on fait de ces déchets. Et il faut également surveiller la possibilité d'apparition dans l'eau sous pression en sous-sol de composés avec des métaux tels que mercure, arsenic qui remonteraient en surface. Ces choses-là doivent être contrôlées, maîtrisées. Les commentaires qui suivent sont une critique de la loi en France, la loi qui porte le nom de votre député-maire Christian Jacob et qui, comme vous le savez, interdit l'exploitation des hydrocarbures de roche-mère, mais interdit aussi, ce qui est plus gênant, toute recherche ou toute expérimentation, notamment pour la connaissance de ce qui existe en sous-sol, ou bien de la capacité, de la possibilité de l'extraire. Et un conseil scientifique devait, par la loi, être créé. À ma connaissance, il n'a toujours pas été fait pour justement permettre ces expérimentations. Vous allez entendre donc ces commentaires. Ouais, moi, ce qui me fait toujours rire, c'est lorsqu'on me dit il ne faut pas regarder ce que nous avons sous les pieds, il faut d'abord qu'on discute comment on l'exploitera. Tant que vous ne savez pas ce que vous avez,
Ça sert à rien il faut procéder par étapes. Je vous rappelle quand même que l'exploration, ce sont qu'à 90% des recherches géologiques. C'est-à-dire vous pouvez faire une grande partie d'exploration sans même percer un trou. Bon, vous pouvez pas faire un calcul économique ou un calcul politique si vous ne savez pas, si vous n'avez uniquement les désagréments et en aucun cas les avantages. C'est-à-dire on se focalise uniquement sur les dommages. Après, savoir s'il faut l'explorer, premièrement, il faut savoir ce qu'on a. Deuxièmement, on n'est pas obligé de l'explorer partout. Il y a sans doute des départements qui seraient très, très heureux d'accueillir des explorations de gaz de schiste. La recherche à faire est déjà de la recherche géologique, sans même commencer à percer un trou. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec ce point de vue. Ce qui frustre actuellement la communauté scientifique, c'est qu'il n'existe aucun crédit de recherche pour faire ce genre de choses. Il existe énormément d'archives de travaux géologiques qui ont été accomplis dans les années les plus récentes, alors que les estimations qui ont été publiées reposent sur des études beaucoup plus anciennes, et cette archive n'est pas exploitée. Il est absurde qu'on ait une loi qui, à côté de l'interdiction de la fracturation hydraulique, prévoit un volet de recherche, que ce volet soit actuellement inexistant. Voilà, alors êtes-vous pour ou contre ? Eh bien, devant un choix aussi difficile, je vais un petit peu rappeler pour les plus anciens un événement historique où il y avait une réponse à une question difficile. Je vous ai compris. Alors, si vous êtes pour, eh bien, cela veut dire que vous souhaitez permettre notamment l'expérimentation de nouveaux procédés. J'en donne un exemple. Dans le cadre de l'association que j'anime avec quelques amis, Pôle Sud Paris, où nous mettons en relation des porteurs de projets de start-up avec ceux qui ont envie d'entreprendre, qui sont formés par l'INSEAD à Fontainebleau, eh bien, il y avait un professeur-chercheur de l'École normale supérieure de Lyon qui voulait tester un procédé d'accélération, en fait, de transformation de la roche-mère en hydrocarbures avec des organismes vivants microbiens. Voilà le genre de choses que l'on devrait pouvoir, si vous êtes pour, tester en matière d'expérimentation de la même façon qu'on aurait dû permettre, dans le cas des OGM, à la recherche française de poursuivre ce qu'elle avait commencé afin de ne pas prendre du retard par rapport à d'autres pays. Alors, si vous êtes contre, j'ai envie de vous dire, écoutez, la transformation des consommations d'énergie fossile actuelle par des énergies nouvelles, ça prendra des dizaines et des dizaines d'années, et pendant longtemps, on continuera à consommer du pétrole, du gaz et même un peu de charbon, c'est-à-dire qu'on l'importe, c'est-à-dire que la balance des paiements se dégrade et que la dette souveraine cumulée, vous voyez ce graphique, devient de plus en plus importante. Donc si on ne veut pas exploiter des réserves qui sont dans notre sous-sol, si on veut continuer à acheter au-delà de nos frontières, il faut pouvoir vendre des produits, il faut vendre des innovations, enfin des produits innovants technologiquement que les gens nous achètent. Eh bien, dit autrement, si on ne veut pas d'hydrocarbures de roche-mère, il faut développer des innovations technologiques pour de nouvelles start-up, des PME exportatrices qui peuvent se défendre dans la compétition internationale. Et c'est un peu le sens de ce que l'association que j'anime, Pôle Sud Paris, s'efforce de susciter dans le territoire du Grand Gâtinais avec une conviction qui est une leçon d'économie numéro 1, souvent ignorée ou bien oubliée, à savoir que sur un territoire donné avec ses frontières, l'économie productive créatrice de richesse, c'est celle qui, avec le sol et la science de la recherche et des ingénieurs, ou bien le sous-sol avec la science de sa recherche et de ses ingénieurs, fabrique les produits essentiels dont on a besoin en évitant de les importer, ou bien produit des choses très sophistiquées que les gens nous achètent, par exemple des verres pour la vision que BBGR fabrique tout près d'ici dans le groupe Essilor, ou bien des moteurs à Villaroche que la SNECMA peut vendre aux États-Unis comme aux Chinois.
toute cette économie productive génère l'économie résidentielle. L'économie résidentielle, c'est la sage-femme qui nous a fait naître, ce sont les instituteurs et professeurs qui nous apportent des connaissances, ce sont les policiers, juges et militaires qui assurent la sécurité du pays ou bien de ses résidents, ce sont les médecins et les hôpitaux qui nous soignent, c'est aussi les activités de bâtiments de travaux publics, parce que on ne construit les murs d'une ferme que si on cultive les champs tout autour, on ne construit des murs d'une usine que si on arrive à fabriquer et vendre à l'extérieur les produits qu'elle fabrique, on ne construit des appartements et des maisons pour les techniciens et ingénieurs que si, je le répète, cette économie productive créatrice de richesse est prospère. Et tout ceci doit se faire sur un développement, un bassin de développement. On défend, nous, l'idée du Grand Gâtinais, qui est très bien irrigué par ses voies ferrées, de Sens à Étampes, de Montargis à Melun-Sénard, au sud du Grand Paris, Provins étant tout proche par le bassin de vie de Montereau. Et là-dedans, au milieu de ce territoire, il y a une pépite inexploitée qui est le lieu de formation de milliers de managers qui viennent pendant quelques semaines à Fontainebleau, et je l'ai dit tout à l'heure, de 2 fois 500 MBA, des gens qui de plus en plus ont envie d'entreprendre. Alors on cherche à marier, nous, des porteurs de projets avec ces gens-là. Je donne quelques exemples de start-up qui sont à multiplier. Bruno Gérard était, il y a 12 ans, tout seul dans son labo d'EDF Renardière, spécialiste du vieillissement du béton, des barrages et des centrales nucléaires. Il a voulu vendre son expertise, ses logiciels, ses conseils pour la maintenance, ses ouvrages, tout simplement aux forages pétroliers, aux exploitants de tunnels, aux exploitants d'aéroports, partout où il y a du béton ou bien des infrastructures vitales dont les risques de rupture et donc dont les défauts de maintenance pouvaient avoir des conséquences financières extrêmement importantes. Aujourd'hui, sa PME, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 ingénieurs, bac plus 5 ou 7, la moitié étant à Fontainebleau, et présente en Angleterre, aux Pays-Bas, au Canada. Autre exemple très rapide, Magpie Polymers, c'est Steve Van Zutphen qui a inventé de nouveaux polymères pour capter des métaux avec un degré de précision inégalé dans les eaux résiduelles d'usine. Cette découverte a été faite dans les labos de chimie de l'école polytechnique à Palaiseau. Eh bien, il est en phase d'industrialisation avec les conseils de l'écosystème entrepreneuriat de l'INSEAD à Fontainebleau. Il est en phase d'industrialisation à Nemours. Autre exemple, Céramide, c'est une innovation de rupture dans les membranes céramiques d'hydrogène, et Arthur Moufakami, qui habite près de la Chapelle-la-Reine, a déjà industrialisé ceci avec des investisseurs allemands. Il est installé à Moret-sur-Loing. Alors pour ceci, on a créé... Permet d'avoir le secrétaire général. Il y a déjà eu une réunion, on n'a pas décidé. On a créé donc un réseau de business angels, d'investisseurs privés qui peuvent accompagner les créateurs dans la phase d'amorçage. À titre indicatif, elle a investi dans Cybeltech. Cybeltech, c'est l'utilisation des puissances de calcul des gros calculateurs de Saclay pour modéliser la croissance du végétal, c'est-à-dire la croissance d'un grain de blé, la croissance d'un gland qui devient chêne, et ceci combiné avec une meilleure connaissance du sous-sol, avec des prévisions météo, et puis les outils de l'agriculture de précision, guidage des engins agricoles par GPS depuis des satellites, permet d'améliorer, de diminuer les intrants pour les surfaces cultivables et donc permet une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Alors ceci nous conduit à suggérer, proposer, travailler sur un dispositif incubateur, accélérateur de start-up en faisant appel à des sources de recherche fondamentales dans les labos de recherche publique mais aussi privés, en utilisant les compétences des candidats à l'entrepreneuriat de l'INSEAD, en s'appuyant sur des investisseurs privés. Il y a Club Invest 77 aussi dans la région, dans le nord de la Seine-et-Marne, mais il y a aussi des fonds d'investissement pour cela, et jamais des banquiers, comme vous le savez,
en s'appuyant, en utilisant comme sponsor des groupes industriels tels que Safran, Essilor, Total, EDF, en ayant l'assurance que les communautés de communes ou d'agglomération sauront mettre des locaux techniques à disposition des créateurs quand il y a des projets très prometteurs. Ça a été le cas de Céramide à Moret-sur-Loing. Et avec un financement, un cofinancement de la Banque publique d'investissement. J'ai d'ailleurs demain un rendez-vous à ce sujet pour ce projet. 3 PME, grosses PME internationales de Ferrières-en-Gâtinais, de Milly-la-Forêt, de Thomery, se sont déjà engagées pour soutenir ce projet. Et je le répète, si on ne veut pas d'hydrocarbures de roche-mère, eh bien, il faut développer des innovations technologiques pour de nouvelles startups, des PME exportatrices, afin d'équilibrer la balance des paiements. Et maintenant, je suis ouvert à toute question et je vous remercie infiniment pour votre attention.